Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission optimiste et positive qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales et qui plus est, vous réconcilie avec l'écologie. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios deux acteurs de l'écologie positive. J'ai nommé Cédric Ringenbach, fondateur de l'association La Fresque du Climat et du cabinet Blue Choice, ainsi que Véronique Cerutti, pharmacienne et cofondatrice d'Evom, la première marque française de compléments alimentaires pensée exclusivement pour la santé des hommes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Cédric Ringenbach, vous êtes ingénieur diplômé de l'École centrale de Nantes, ancien officier de réserve de la marine, fondateur de l'association La Fresque du Climat et du cabinet Blue Choice, qui accompagne les entreprises d'ailleurs dans la sensibilisation aux enjeux climatiques et sur les risques et opportunités de la transition écologique positive. C'est plus qu'un CV, c'est un triple CV que vous avez. Chers auditeurs, saviez-vous que depuis la crise des Gilets jaunes, le prix du carbone est devenu un tabou. Le niveau de la taxe carbone en France, qui devait augmenter chaque année et qui aurait dû arriver à plus de 100 €, aujourd'hui est resté bloqué à 45 €. Alors aujourd'hui, cher Cédric, contre vents et marées, vous avez décidé de relancer le débat, notamment sur le prix du carbone en France. Selon vous, pourquoi le prix du carbone est-il devenu un sujet tabou dans notre pays ? Je crois que la raison, vous l'avez cité à l'instant, c'est les Gilets jaunes. Ça a traumatisé énormément de monde du côté des politiques et de toutes parts, à droite, à gauche, et y compris chez les écologistes, dans les ONG environnementales qui ont une forte sensibilité sociale. On a l'impression que mettre un prix au carbone va systématiquement être défavorable aux populations les plus défavorisées. Ce qui a un fondement, il y a une raison à ça. Mais simplement, si on rentrera sûrement un petit peu dans le détail tout à l'heure, cet inconvénient n'est pas insurmontable. Alors, pourquoi le débat public finalement autour du prix du carbone semble-t-il aujourd'hui complètement à l'arrêt ? Il y a un problème sur le débat global sur l'environnement, je pense, c'est qu'il est beaucoup trop polarisé. Et on a l'impression que l'écologie est traditionnellement de gauche, et je pense qu'il n'y a pas de raison à ça, en réalité. Donc, on a d'un côté une écologie de gauche à qui il peut arriver d'être dogmatique, d'être un petit peu, sectaire aussi, des gens qui ne discutent pas suffisamment avec ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et puis à droite, un positionnement qui va évoluer, qui est en train d'évoluer, mais qui peut être encore chez certains, un peu caricatural, en mode, l'écologie c'est de gauche, donc on est contre. Voilà, ce qui est bête, parce que les électeurs ne pensent pas ça. Et je pense que c'est justement le moment de relancer le débat, de mettre les arguments sur la table posément, calmement, avec de la nuance, et de se rendre compte que, qu'on soit de gauche ou de droite, en fait, ce sujet nous touche tous, et on a tous des raisons de s'en emparer, et après, on peut avoir éventuellement des avis différents sur comment il faut s'y prendre pour résoudre le problème. Alors, pourquoi ce sont désormais les milieux économiques qui portent encore ce sujet plutôt que les politiques ? Parce qu'ils n'ont pas de tabou avec ce sujet et parce qu'ils comprennent les sous-jacents surtout. Mettre un prix au carbone, c'est la façon la plus logique pour des économistes d'internaliser l'externalité qu'est le changement climatique. Donc le changement climatique, c'est une externalité au sens où c'est des conséquences de nos actions qui vont nous retomber sur la figure à terme et qui sont des conséquences de l'activité économique. Voilà, donc l'activité économique a une externalité qui est négative. À partir de là, le marché ne peut pas régler ce problème par lui-même. Le marché est défaillant dans le cadre de ce type d'externalité. Et pour corriger le marché, on met un prix à cette externalité. Donc c'est une philosophie qui consiste à dire, on a un problème, on est ni pour ni contre, c'est pas le débat. On a un problème avec le carbone, donc on lui met un prix. Et à partir du moment où on lui met un prix, tout ce qui décarbone va devenir rentable. Voilà. Et ça, cette façon de faire, c'est quelque chose que moi j'estime comme plutôt libéral sur le plan des idées, libéral sur le plan économique. On met un prix, après on laisse l'économie de marché fonctionner comme elle le sent
pour décarboner là où c'est le plus efficace. Donc les économistes sont pour cette façon de faire. Et puis en face de ça, il peut y avoir des idéologies différentes qui sont plus pour l'option d'interdire, d'obliger et de faire du réglementaire, qui est une autre logique. Mais on se rend compte finalement que sur le principe, il y a un vrai consensus. Ouais. Mais pourquoi y a-t-il autant de désaccords sur la manière de faire Heureusement qu'il y a des désaccords, parce que ce sont des désaccords qui dépendent justement de la philosophie que vous avez par ailleurs, de la philosophie politique que vous avez. J'expliquais à l'instant qu'on pouvait voir le prix du carbone comme une option plutôt libérale, et en face, on va avoir des options qui sont plutôt dans le réglementaire, qui consiste à interdire et obliger. Et derrière l'idée d'interdire, il y a l'idée que c'est bien ou c'est mal. Et donc c'est ça, en fait, le fondement des divergences. C'est est-ce qu'on considère que émettre du CO2, c'est quand même un péché? Il faut expier son péché. Donc c'est un peu comme si vous tuez quelqu'un, on ne va pas vous mettre une amende. Vous allez en prison parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Si on pense que émettre du CO2, c'est quelque chose de mal, alors on l'interdit. Mais le problème, c'est que vous et moi, là, tous en France, on est à 10 tonnes en moyenne. Et donc, si c'est mal, c'est-à-dire qu'on est tous des pêcheurs. Il faut sortir de cette philosophie-là. Donc l'idéologie, je pense qu'elle s'exprime de cette façon-là. D'un côté, quelque chose j'utilise le vocabulaire religieux exprès, quelque chose qui est plutôt de l'ordre du bien. Et de l'autre côté, on dit c'est ni bien ni mal, mais ça pose un problème, donc on met un prix. Et on va calmement voir comment on décarbone tout ça. Mettre un prix au carbone, ça rend la transition rentable. Interdire d'émettre du CO2, ça rend la transition obligatoire. C'est deux philosophies différentes. Ça voudrait dire que la RSE et les engagements climatiques des entreprises ont créé un malentendu ? Ah, je pense. Je pense que la RSE a été une fausse promesse, l'idée que les entreprises, parce qu'elles sont responsables, vont pouvoir, elles seules, résoudre le problème du climat. Et ça, pour moi, c'est un mensonge originel qui est très grave, qui est très dangereux. Parce que si on se dit ça, en ces cas-là, on ne va pas aller vers les vraies solutions qui consistent à rendre les choses rentables. Imaginons qu'une entreprise ait envie d'aller dans une direction qui décarbone. Si on lui met un prix du carbone, raison de plus pour y aller, parce que ça va juste devenir rentable. Si elle persiste à vouloir aller très loin dans sa décarbonation, il y a bien quelques projets de décarbonation qui sont rentables et on les fait. Évidemment, il faut les faire, il faut encourager à le faire. Mais au bout d'un moment, quand vous avez fait tout ce qui était rentable, vous allez sur les gisements de décarbonation suivants qui sont forcément plus chers. Et plus ça va, plus ils vont être chers. Et donc, à un moment donné, c'est pas rentable. Et si vous y allez seul, alors que vos concurrents n'y vont pas, vous perdez en compétitivité. Et donc, à un moment donné, ça va plus marcher. L'entreprise va faire faillite, elle ne sera pas durable et on n'aura rien gagné. Donc, il faut vraiment dépasser cette idée que seules les boîtes, parce qu'elles sont responsables, vous résoudre le problème. Il faut changer les règles du jeu qui s'appliquent à tout le monde. Et là, il n'y a plus de responsable par responsable. On va piloter son PNL comme d'habitude en se disant je cherche la rentabilité et je vais décarboner parce que c'est rentable de décarboner. Et entre réglementation et signal prix, Oui. quelles sont les grandes différences dans la manière de changer les règles du jeu ? Alors, les grandes différences, je les ai expliquées un petit peu avant. Ce que je pourrais dire pour compléter, c'est que la réalité, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y aura besoin des deux. Il y aura besoin à la fois de mettre un prix au carbone pour que ça rende la transition rentable. Voilà, ça, c'est cette philosophie-là. Par ailleurs, de temps en temps, on va aussi devoir faire du réglementaire pour obliger des choses qui ne se sont pas faites naturellement. Je vais peut-être vous donner un exemple parlant. Dans un appartement qui a un locataire à l'intérieur, si le propriétaire fait une rénovation thermique pour isoler le bâtiment et qu'il soit plus performant, ça va lui coûter de l'argent et le bénéficiaire, c'est le locataire puisqu'il va alléger sa facture d'énergie. Donc là, il n'y a pas d'intérêt à faire les choses. Si on ne fait pas du réglementaire pour obliger le propriétaire à rénover son appartement, il risque de ne pas le faire. Ou alors, il faut également introduire quelque chose qui va faciliter les choses, comme par exemple se partager les bénéfices des gains d'énergie qu'on aura fait dans le bâtiment. Et un autre exemple, toujours dans le bâtiment, si vous avez un syndic de copropriété qui refuse de faire une rénovation thermique pendant des années, à un moment donné, on va les obliger, mais c'est beaucoup plus facile de les obliger à le faire le jour où c'est devenu financièrement rentable. Parce que là, ils n'auront pas beaucoup d'arguments pour s'y opposer, vous voyez. Donc, ça peut, pour moi, le réglementaire, c'est plus une voiture balai qui vient derrière venir rattraper tous ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans le jeu parce qu'ils avaient
des bonnes ou des mauvaises raisons. Et donc là, on vient les rattraper par des obligations. Et en conclusion, en quelques mots, quel serait selon vous le bon prix du carbone ? Alors, c'est très difficile de savoir exactement quel serait le bon prix du carbone. Il y a de la littérature sur le sujet. Il y a une commission qui a travaillé exprès là-dessus, qui s'appelle la commission Kiné. Il y a eu trois sessions. Dans la deuxième, ils étaient sur 100 € la tonne à peu près en ce moment. Et sur la toute dernière, qui date d'il y a 1 an à peu près, ils sont à 250 € la tonne. C'est beaucoup plus. Donc 250 € la tonne dès maintenant. Et puis ça augmente un peu moins que dans la version précédente. Et on finit entre 500 et 1000 € suivant les versions dont on parle en 2050. Donc c'est vraiment des prix très élevés. Donc on peut débattre. Moi, j'ai pas d'avis entre 100 et 200. Si on était déjà au-dessus de 100, ce serait déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses qui se feraient déjà naturellement. Merci infiniment, cher Cédric Ringenbach, fondateur de l'association La Fresque du Climat et du cabinet Blue Choice. Nous allons faire une petite pause et nous retrouver dans un court instant sur Sud Radio avec nos deux invités, bien entendu, et surtout avec Thibaut, notre French Trotter national, qui aujourd'hui va revenir sur le printemps de la planète qui s'est tenu le 15 avril dernier. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Vous êtes toujours sur Sud Radio pour La Planète Demain, toujours en compagnie de nos deux invités, Cédric Ringenbach, Véronique Cerutti, mais aussi de Thibaut, le fameux French Trotter de l'émission, qui cette semaine revient sur l'événement organisé par Sud Radio, le Printemps de la Planète, qui s'est tenu d'ailleurs le 15 avril dernier. Vous étiez dans les coulisses de cet événement, mon cher Thibaut, n'est-ce pas ? Et oui, Christophe, l'événement s'est tenu à 2 pas de nos studios, une journée entière consacrée aux solutions face au changement climatique. Plusieurs tables rondes se sont enchaînées autour de thèmes comme l'agriculture, l'alimentation, le numérique, encore les transports, avec un objectif, mettre en lumière des pistes concrètes pour une société bas carbone. La journée a été ouverte par Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, et Christophe, vous étiez vous-même aux commandes du premier débat, consacré à l'industrie, à l'énergie et au recyclage. Effectivement. Et j'en ai profité pour interroger l'un de vos intervenants, Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement, qui se montre plutôt optimiste sur les leviers de décarbonation. Les initiatives, elles sont déjà là. Et donc, tout à l'heure, on a parlé des pompes à chaleur. L'initiative, ça consiste à aider nos concitoyens à les installer. La voiture électrique, c'est en route. Mais on n'a pas besoin on peut déjà prendre un vélo électrique. C'est incroyable, le vélo électrique, c'est déjà le gagnant de la plupart des villes du monde en ce moment. Et donc, organiser les parkings à la sortie pour ensuite prendre le métro ou le vélo électrique, c'est déjà quelque chose qu'il faut favoriser. Moi, je suis enchanté de voir toutes ces initiatives. Et je pense qu'on est bien parti, qu'il faut être optimiste. Mais simplement, il faut être tenace. Voilà, il faut être tenace, il faut accepter la souplesse. Si on nous dit peut-être encore 2 ans, s'il vous plaît, pour le délai, très bien, 2 ans, d'accord, mais on ne s'arrête pas. On est toujours sur la même direction. Merci beaucoup, on va vous écouter. Je suis avec Céline Gauthier du cabinet Wavestone. Vous sortez d'une table ronde consacrée aux mobilités et au transport. Vous avez évoqué tout un arsenal d'innovations technologiques. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Alors, ça dépend des secteurs, mais on va avoir des technologies qui vont être différentes en fonction du secteur aérien ou du secteur ferroviaire. Sur le secteur ferroviaire, on va être sur la digitalisation du réseau, donc avec une technologie qu'on appelle ERTMS qui va faciliter le management du trafic sur le réseau ferroviaire. C'est une norme européenne et du coup ça va permettre d'avoir une plus forte capacité, donc d'avoir plus de trains sur une même ligne et donc éviter de construire des nouvelles lignes en France. Après on peut penser aussi du coup aux trains à hydrogène ou aux trains ce qu'on appelle hybrides. Donc c'est des technologies qui permettent en fait d'apporter une alternative en fait aux trains à diesel. Donc c'est en cours d'expérimentation aujourd'hui et effectivement sur le train hybride on a des expérimentations avec des TER et donc là la technologie elle permet en fait de récupérer de l'énergie grâce au freinage et ça permet de réduire de 20 à 30% à peu près la consommation et puis on en parlait à la fin mais toutes les solutions aussi d'intermodalité. Donc là on va plutôt être sur les solutions ce qu'on appelle le MaaS, donc la mobilité as a service. Donc c'est la capacité à pouvoir acheter en fait un billet qui combine différents moyens de transport. Juste un mot sur le cabinet Wavestone. Alors c'est un cabinet de transformation digitale français qui intervient quand même à l'échelle internationale et on accompagne en fait nos clients sur les transformations digitales et les enjeux majeurs de ces transformations, notamment la décarbonation. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous aussi.
Je suis avec Julien Hout, directeur de la transformation durable chez Boulanger. Vous venez de parler d'une solution très intéressante, qui est une vraie réponse à l'obsolescence des produits technologiques. Pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors en effet, on a lancé ça il y a quelques années. Ça s'appelle Infinity. Donc c'est un programme d'abonnement à la réparation pour tous les produits que vous avez chez vous d'électroménager, y compris ceux que vous n'avez pas achetés chez Boulanger. En fait, on garantit et on assure ces produits contre la panne. Et donc, si une panne venait à arriver, on vient chez vous et d'abord, on va essayer de réparer le produit. Et si effectivement, il est très très âgé, alors on vous propose des bons d'achat pour un remplacement. Mais la démarche, c'est bien de prolonger le plus possible la durée de vie des produits. Et donc, c'est bon pour la planète. C'est aussi bon pour le porte-monnaie, en réalité, plutôt que de racheter un produit neuf. Eh bien, on le voit, les solutions existent pour faire évoluer notre modèle. Merci Thibaut, on vous retrouve dimanche prochain dans La Planète Demain, bien entendu, à la même heure, sur Sud Radio, pour un nouveau reportage en immersion. Vous êtes toujours au cœur de l'émission La Planète Demain, qui aborde l'écologie de façon positive et raisonnée. Et maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Tcherouti, qui est pharmacienne et cofondatrice d'Evom. J'espère que je prononce bien. C'est bien Evom. Formidable, bonjour. La première marque française de compléments alimentaires pensés exclusivement pour la santé des hommes. Alors, Véronique, l'écologie positive cherche des solutions qui améliorent simultanément la santé et l'environnement. Mais la santé n'est pas juste une part de l'écologie positive, mais plutôt un levier majeur pour la rendre concrète et motivante. Aujourd'hui, justement, nous allons parler santé masculine, vous l'aurez compris. Chère Véronique, pouvez-vous nous présenter Evom et l'idée derrière ces cures courtes que vous proposez ? Evom est né d'un constat criant que nous avons fait avec Léla Petit, mon associée biochimiste, que ce soit nos maris, nos pères, nos amis. Beaucoup d'hommes entrent en pharmacie pour prendre du paracétamol et n'ont pas de notion de santé préventive, qui est hyper importante. Les chiffres parlent. Aujourd'hui, on a 82% des hommes qui n'aiment pas parler de leur santé. On a un homme sur 3 qui n'a pas de médecin traitant enregistré. On a 56% des hommes qui considèrent même la santé comme un tabou. Résultat, on a quand même une différence d'espérance de vie entre l'homme et la femme qui est de 5,5 ans. Les hommes partent plus tôt que nous. Donc effectivement, prendre en considération la santé masculine et en particulier la prévention, agir avant qu'il ne soit trop tard, nous a semblé fondamental. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette solution entièrement masculine, on va dire, réservée aux hommes ? C'était quoi le but ? Avant le but, il y a eu effectivement ce constat, l'envie et ce constat dont je vous parlais. Quand on allait dans une pharmacie ou autre, on voyait quand même qu'il y avait une réduction de la proposition pour les hommes qui était surtout sur la cosméto, qui est bien installée maintenant, alors qu'il y a 25 ans, il n'y avait aucune cosméto masculine. Des boosters pour le sport et les performances, notamment sportives et sexuelles, mais beaucoup moins de choses et aucune marque qui s'adressait à l'homme. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que l'homme, on a quand même 46% des consommateurs de compléments alimentaires qui sont des hommes aujourd'hui. Donc ils s'intéressent, ils s'ouvrent à leur santé, ils font la démarche. Et on s'aperçoit que bien souvent, il y a une déception. Pourquoi cette déception ? Parce que ils ont pris des compléments alimentaires qui n'ont pas forcément correspondu à leur physiologie. Ils ont éventuellement pas bien tenu. Et quand ils nous parlent, ils nous disent au bout d'une semaine, j'ai décroché. Résultat, ça ne marche pas. Donc, on est arrivé avec une proposition de valeur, on a vraiment voulu arriver avec une proposition de valeur qui est, puisque l'homme a ce schéma de dire souvent je vais agir plus tard, je vais prendre en considération plus tard ma santé, et basé sur une enquête qu'on a fait auprès de 350 hommes, ils nous disent moi je veux de l'efficace et du simple. Donc l'efficace, ça veut dire des bonnes doses, des ingrédients sélectionnés avec soin, et surtout, au-delà de ça, une posologie simple pour éviter cet écueil de « j'ai oublié de le prendre hier soir ». La posologie ressemble trop à un médicament. Mais en quoi le développement de ces produits réservés aux hommes, finalement, a-t-il un impact sur l'environnement ? Parce que ça nous inquiète, nous, dans La Planète Demain. On veut savoir pourquoi. En tant que pharmacienne, j'ai fait toute ma carrière dans les produits naturels, les probiotiques, les huiles essentielles, les choses comme ça. Donc déjà,
J'ai un engagement personnel dans le soin par le naturel et pas par la chimie. Non pas que je la rejette, mais que pour moi, c'est une médecine qui est, en tout cas, des médicaments qui sont une réponse de dernier recours. Et en ça, je pense que en utilisant, en se soignant avec des choses comme ce qu'on peut proposer, des plantes, des oligo-éléments, des acides aminés, on peut rester de meilleure santé. Rester de meilleure santé veut dire consommer moins de produits chimiques, veut dire aller moins peut-être dans les hôpitaux, avoir une dépense moindre sur tous ces systèmes de santé. Et c'est un engagement personnel important pour la planète de demain, me semble-t-il. Et le marché du bien-être masculin est en plein essor, on l'aura compris. Comment Evome se différencie-t-elle vraiment de ses concurrents ? Aujourd'hui, on n'a pas réellement de concurrents. On a quelques produits dans des gammes. Et on arrive aujourd'hui en étant les seuls. Si demain, dans la pharma, il y avait un rayon homme bien rangé avec Evome, et qu'un homme rentre en disant « j'ai envie de me soigner, je vais chercher Evome », c'est notre objectif premier pour faire de la prévention plutôt que de la réparation. Je consulte parce que ça va mal et pas aller jusque-là. Et quels sont les prochains développements pour Evome ? Les prochains développements, on a vraiment voulu s'installer dans la santé masculine sur des sujets généralités. La fatigue avec le booster qui a obtenu le prix des victoires de la pharma 2026, un produit pour le stress et un produit pour la prévention cardiovasculaire. Les prochains traitements et les prochains discours vont être des discours qu'on commence à entendre, c'est aller sur notamment l'andropause, la ménopause ayant été bien adressée chez les femmes. Il va être intéressant d'en parler à ces messieurs. Merci infiniment, chère Véronique Cherotti, pharmacienne et cofondatrice d'Evome, la première marque française de compléments alimentaires pensés exclusivement pour la santé des hommes. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous un excellent dimanche avant de céder le micro à Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération, bien sûr. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dès demain matin à 7h35 pour la Minute Planète et bien sûr, dimanche prochain à 12h30 pour la Planète Demain. En attendant, rendez-vous sur notre plateforme digitale de télévision accessible à tous, www.laplanetedemain.plus. Prenez soin de vous, de vos proches et surtout, bien entendu, de la planète. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.